9h. RTS Info, Alexandra Planinic. Les cantons alémaniques vont-ils suivre le rappel à l'ordre du Conseil fédéral ? Pour la Confédération, le nombre de contaminations s'est fixé trop durablement et à un niveau trop élevé. Le Conseil fédéral a donc posé un ultimatum samedi dernier à certains cantons alémaniques. Hier, l'Argovie a décidé de lui tenir tête, mais le Conseil fédéral pourrait la contraindre à agir. Muriel Balamand. L'Argovie ne va pas muscler ses mesures, en tout cas pour l'instant. Le 4e canton le plus peuplé de Suisse n'en voit pas l'utilité. Dans le même temps, Turgovie, au nombre de contaminations similaires que le canton d'Argovie, prenait la décision opposée. Dès demain soir, elle renforce ses mesures. Solor va prendre le même chemin aujourd'hui, lui qui fait également partie des cantons sermonnés par le Conseil fédéral samedi. Réunis également en vidéoconférence, Saint-Gall, Appenzellrode extérieur et Bâle-Campagne n'ont encore rien communiqué. Ce bras de fer entre les cantons et la Confédération va durer jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, le Conseil fédéral se réunit en séance extraordinaire pour faire le point sur les mesures prises et surtout celles qui ne l'ont pas été. Vendredi, il décidera s'il y a lieu de forcer la main au canton, car il en a les prérogatives. Le gouvernement pourrait décider de prendre des mesures pour toute la Suisse ou pour certains cantons, même contre leur gré. Au Tessin, les bars devront fermer à 19h et les restaurants à 22h. Le canton durcit une fois de plus les mesures pour lutter contre le coronavirus. Ces nouvelles règles entrent en vigueur dès demain et jusqu'au 23 décembre. À Genève, tout comme dans le canton de Vaud, on se prépare à rouvrir les bars et restaurants ce jeudi. Le Conseil d'État genevois a confirmé hier la date du 10 décembre. Une réouverture sous strictes conditions. Le nombre de personnes par table est limité à 4 et les établissements devront fermer à 23h. Légère hausse du chômage en Suisse en novembre, annonce ce matin le secrétariat d'État à l'économie. Le niveau de sans-emploi a atteint 3,3%, soit 0,1 point de plus qu'en octobre. Le suspense encore et toujours autour du Brexit. Hier, les discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni n'ont rien donné, ni accord commercial, ni annonce qu'il n'y en aurait pas. Boris Johnson et Ursula von der Leyen se sont parlé pendant 1h30 au téléphone sans succès. Le Premier ministre britannique ira donc à Bruxelles pour discuter avec la présidente de la Commission européenne. Une manière de se mettre en scène, estime Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. C'est pas dans ces coups de fil entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen que les éléments de négociation vont se dénouer, parce que si y a la volonté politique, ça se joue sur des éléments techniques, et ça se passe entre les négociateurs. Non, c'est véritablement une mise en scène précisément de la volonté politique en action. C'est-à-dire que depuis le début, Boris Johnson le clame, le Brexit, c'est le retour de la souveraineté britannique. Il faut que ce soit sa décision, c'est ce qu'il défend. Les lignes rouges que les Européens ont défini dans la négociation, il les présente depuis le départ comme étant un frein à la souveraineté britannique. Il faut bien qu'elle prenne des engagements. Il faut qu'on ait un accord d'ici demain soir, avant le Conseil européen. Et puis, il faut encore garder du temps pour qu'il soit ratifié au Parlement européen. Donc, d'ici la fin de l'année, les procédures sont longues. Elvire Fabry était l'invitée de Romaine Morard ce matin sur La Première. En France, en pleine polémique sur les violences policières, Emmanuel Macron tente de déminer la situation et annonce la tenue à partir de janvier d'un Beauvau de la sécurité, c'est-à-dire une grande conférence qui rassemblera des représentants des forces de l'ordre, des politiques et des citoyens. Objectif du président français, améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider les liens avec les Français. En Biélorussie, malgré la répression de plus en plus violente, une partie de la population continue de manifester par petits groupes pour déjouer la police. C'était le cas dimanche ou encore hier lors de la marche des retraités. Mais le pouvoir tente d'éradiquer la contestation par des méthodes de plus en plus inquiétantes. Isabelle Corna. Valentin Stefanovic est membre de l'ONG de défense des droits humains Viasna à Minsk. Il affirme que les autorités diversifient les méthodes de répression. L'une des plus dures, ce sont les poursuites pénales pour motifs politiques. Au moins 900 personnes doivent faire face à des enquêtes pénales ouvertes à leur encontre depuis les élections de cet été. Il y a des audiences presque tous les jours. La semaine dernière, se sont tenues les audiences de 2 affaires où 5 personnes ont été accusées de hooliganisme et d'importants dommages à la propriété pour avoir simplement écrit sur l'asphalte « Nous ne t'oublions pas » sur le lieu où est mort l'un des manifestants. Le pouvoir mène une lutte systématique contre les drapeaux, graffitis et rubans rouges et blancs aux couleurs de l'opposition. À Minsk, il y a déjà eu plusieurs affaires administratives où les gens ont été arrêtés, détenus pendant 15 jours pour avoir accroché un drapeau rouge et blanc à leurs propres fenêtres et qui plus est, non pas sur la façade, mais depuis l'intérieur.
Les juges qualifient cet acte de manifestation alors qu'il s'agit d'un espace privé. Désormais, faute de pouvoir accéder au centre-ville le dimanche, plus de grandes marches. Les manifestants se rassemblent par petits groupes dans les quartiers, ce qui permet de rendre la contestation plus visible au pied de chaque immeuble. Mais toute mobilisation est lourde de conséquences. Passage à tabac, étudiants renvoyés des universités, licenciements y compris de médecins en période de Covid pour le simple fait d'avoir manifesté. Un quartier connu pour être contestataire s'est vu lui privé d'eau et de chauffage pendant plusieurs jours. La menace de se voir retirer la garde de ses enfants reste l'un des outils de répression les plus redoutés. Et hier, une citoyenne suisse-bélarusse de 51 ans a été condamnée à 2 ans et demi de prison pour avoir arraché la cagoule d'un policier lors d'une manifestation contre Loukachenko. Elle a été reconnue coupable d'avoir résisté à un policier dans l'exercice de ses fonctions. Une acquisition très importante dans l'histoire de la musique. Le groupe Universal Music a acheté les droits de l'intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan, soit plus de 600 chansons du célèbre chanteur et poète américain. Et puis un mot sur la météo, le plus souvent très nuageux ce matin sur le plateau, sinon belles éclaircies le long des Préalpes et des Alpes. Augmentation nuageuse dès la mi-journée, arrivée de quelques nouvelles faibles précipitations en soirée et dans la nuit à partir des Alpes et depuis l'ouest. Limite pluie-neige entre 500 et 800 mètres. Température maximum 2 à 5 degrés et une tendance à la bise autour du Léman. La météo avec Swiss Peak Resort.